Alors, imaginez la scène. On est en 2019 et le président des États-Unis propose très sérieusement d'acheter le Groenland. Oui, ça a fait la une des journaux partout dans le monde. Sur le coup, tout le monde a un peu souri. On a cru à une blague, une sorte de transaction immobilière un peu folle. Comme dans un jeu de société, oui. C'est ça. Mais en plongeant dans les documents qu'on a pu consulter, on se rend compte que c'était tout sauf une blague. C'est en fait la partie visible d'un enjeu géopolitique immense. Absolument. Et il y a une phrase qui revient tout le temps, surtout quand on regarde du côté de Moscou ou de Pékin. Laquelle? Pour eux, le contrôle de cette île, c'est une question de vie ou de mort. Les mots sont forts. De vie ou de mort. D'accord. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de comprendre pourquoi. Pourquoi cette immense île de glace, qui paraît si lointaine, si vide, est devenue à ce point convoitée. Mhm. On va d'abord explorer ces paradoxes, qui sont assez fascinants, et puis on plongera vraiment au cœur de la stratégie qui se joue là-bas. Alors, décortiquons tout ça. Oui, et c'est une excellente approche. Parce que ces paradoxes, c'est pas juste des anecdotes, quoi. C'est vraiment le moteur de toute la situation. C'est ça. Les sources nous montrent une terre de contradictions qui est en train de devenir, un peu malgré elle, la pièce maîtresse d'une nouvelle rivalité entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Commençons par le plus évident, le paradoxe du nom, Groenland. La Terre verte? Exactement. Un nom donné par l'explorateur viking Éric le Rouge il y a plus de 1000 ans, sûrement pour attirer des colons. Oui, un bon coup de marketing de l'époque. Voilà. Mais la réalité, c'est une terre blanche, recouverte à plus de 80% par une calotte glaciaire. Et l'ironie, c'est que cette terre verte est peut-être en train de le devenir, mais à cause du réchauffement climatique. Ah oui, la glace fond, ça expose des terres. C'est à la fois une catastrophe écologique et, pour certains, une opportunité stratégique incroyable. Un autre paradoxe, c'est celui de la population. Le nom local, Kalaallit Nunaat, ça veut dire « terre des gens Et pourtant, ». Et pourtant, c'est le territoire le moins densément peuplé du monde. On parle de 56 000 habitants. C'est l'équivalent d'une petite ville comme Brive-la-Gaillarde. sur un territoire qui fait 4 fois la France, c'est un vide humain, quasiment. C'est ça. Et ce vide rend sa situation politique encore plus étrange. C'est la plus grande île du monde, mais elle dépend du Danemark. Un pays 50 fois plus petit. Exactement. Et avec une population 95 fois supérieure. C'est un héritage colonial qui crée des tensions aujourd'hui. Géographiquement, le Groenland est en Amérique du Nord. À 16 km du Canada. Voilà. Mais politiquement, c'est le Danemark. Et ce qui est fou, c'est que cette géographie extrême, elle dicte absolument tout. Les sources nous apprennent par exemple qu'il n'y a aucune route entre les villes. Zéro. C'est difficile à imaginer pour nous. Si on veut aller d'un village à l'autre, c'est l'avion ou le bateau. Et ça coûte une fortune. Ça isole complètement les gens. Absolument. Et de tous ces contrastes, le plus explosif, celui qui transforme tout ça en enjeu mondial, c'est le paradoxe économique. On vient. Le sous-sol groenlandais, c'est un trésor. Les études parlent de gisements énormes de charbon, de cuivre, de pétrole, de gaz, et surtout de terres rares. Et voilà le paradoxe cruel. Une terre richissime en théorie. Mais en pratique, En pratique, l'économie, c'est quasi uniquement la pêche. Et pire, l'île dépend du Danemark pour les 2 tiers de son budget. c'est ça. Sans l'argent de Copenhague, pas d'hôpitaux, pas d'écoles, pas de fonctionnaires. C'est incroyable. Et ce paradoxe, c'est vraiment le cœur du problème. Imaginez, vous êtes assis sur une fortune, mais vous n'avez ni l'argent ni la technologie pour l'exploiter. Donc vous devez chercher de l'aide à l'extérieur. Voilà. Et c'est dans cette fissure, dans cette dépendance, que les grandes puissances essayent de s'engouffrer. C'est leur porte d'entrée. Et cet intérêt, il n'est pas du tout nouveau. L'offre de Trump en 2019, c'était juste le dernier épisode d'une très très longue histoire. Oui, les États-Unis regardent cette île depuis le 19e siècle. C'est fascinant. Juste après avoir acheté l'Alaska à la Russie en 1867. Le président Andrew Johnson a essayé de faire pareil avec le Groenland, et puis la tentative la plus sérieuse, c'était en 1946. Après la guerre. Le président Truman a mis 100 millions de dollars sur la table, une somme colossale pour l'époque. Et le Danemark a dit non. Mais la question est la même. Pourquoi un tel acharnement? La réponse, elle tient en un mot, la position. Si vous regardez un globe terrestre par le dessus, par le pôle Nord, tout devient clair. D'accord. Le Groenland est pile à mi-chemin sur la route la plus courte entre Washington et Moscou. La fameuse route polaire. Exactement. Pendant la guerre froide, c'était la trajectoire des missiles. Tenir le Groenland, c'était tenir le verrou de l'Arctique. Et ce n'est pas qu'un concept, c'est très concret.
Les sources parlent de la base aérienne de Thulé. Oui, tout au nord-ouest de l'île. Elle en a depuis 1943, ce n'est pas récent du tout, C'est un pilier de la stratégie américaine. et ils ont même construit à côté, dans les années 60, la plus grande station radar du monde. C'est un œil géant pointé en permanence vers la Russie. C'est la sonnette d'alarme, en quelque sorte. C'est exactement ça. Sans Thulé, le bouclier antimissile américain est aveugle sur son flanc nord. Donc on comprend mieux les gains pour Washington s'ils achetaient l'île. Premièrement, il deviendrait le deuxième plus grand pays du monde. En superficie, oui. Deuxièmement, contrôle quasi total de l'Arctique. Et troisièmement, il mettrait la main sur ces fameuses terres rares. Il faut peut-être expliquer ce que c'est. Oui, c'est un point absolument crucial. Les terres rares, ce sont 17 métaux qui sont indispensables à toutes nos technologies. Nos smartphones, les voitures électriques. Voilà. Mais aussi et surtout pour le militaire. Guidage des missiles, radars, lasers. Or, le problème pour Washington, c'est que la Chine contrôle près de 90% de la production mondiale. C'est un monopole, en fait. C'est un levier de pression énorme. Du coup, les gisements du Groenland sont vus comme l'unique chance de briser ce monopole. On comprend mieux pourquoi la Chine et la Russie ne comptent pas rester les bras croisés. Et les documents montrent qu'elles agissent. Oui, elles ont mis en place une sorte d'alliance de circonstances dans l'Arctique, très pragmatique. C'est-à-dire, On peut résumer ça simplement. La Chine amène l'argent et la technologie. La Russie, qui a la plus longue côte arctique du monde, elle amène l'accès et la puissance militaire. Un mariage de la finance et de la force. C'est un peu ça. Et ce n'est pas que de la théorie. On lit que leurs marines font des exercices militaires communs juste à côté de l'Alaska. C'est un message. clairement. Et la Russie, de son côté, a massivement remilitarisé sa côte. Elle a rouvert des dizaines de bases de l'ère soviétique. Et elle construit une flotte de brise-glace sans équivalent, une quarantaine, dont plusieurs à propulsion nucléaire. Et les États-Unis, Ils en ont 2. Et ils sont vieillissants, le déséquilibre est total sur ce plan. pendant ce temps, la Chine avance ses pions plus discrètement. Elle se qualifie elle-même d'État quasi-arctique. Une formule qui fait bondir les juristes, oui, mais qui montre bien l'ambition. Comme elle n'a pas de légitimité géographique, Elle l'achète. exactement, elle investit massivement. L'exemple cité, c'est un projet de gaz naturel en Russie, Yamal, LNG. La Chine y a mis 20 milliards de dollars. 20 milliards. Ça lui garantit une présence durable. Et un accès à l'énergie, bien sûr. Donc on a 3 géants qui se positionnent, qui investissent des milliards, qui montrent leurs muscles, mais tout ça se passe sur un échiquier qui est en train de fondre, littéralement. C'est le catalyseur. Le changement climatique, c'est pas un problème à côté, c'est le moteur de toute l'histoire. Ah oui. Un des rapports est formel. La calotte glaciaire du Groenland fond 6 fois plus vite aujourd'hui que dans les années 80. Et pour ces puissances, c'est vu comme une opportunité. Une opportunité d'abord pour accéder plus facilement aux ressources dont on parlait. Moins de glace, c'est moins cher pour forer. C'est ça. Et la deuxième opportunité, peut-être encore plus importante, c'est l'ouverture de nouvelles routes maritimes. La fameuse route maritime du Nord. Oui, celle qui longe la Sibérie. Pendant des siècles, elle était prise par les glaces. Mais avec la fonte, elle pourrait être navigable toute l'année d'ici 2035. Et qu'est-ce que ça change, concrètement? Ça change tout. Un porte-container qui va de Shanghai à Rotterdam. Par cette route, il gagne 2 semaines de trajet par rapport à la route par le canal de Suez. 2 semaines, c'est énorme. C'est une économie colossale. L'Arctique, qui était une barrière, devient une autoroute. Et la Russie, qui contrôle cette route, compte bien faire payer le péage. Mais cette fonte, elle a une autre face, beaucoup plus sombre. Oui, le revers de la médaille. Les chiffres donnent le vertige. Si toute la glace du Groenland fondait... C'est un scénario à long terme, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais si ça arrivait, le niveau des mers monterait de 7 mètres. 7 mètres. 7 mètres. Ça veut dire que la plupart des grandes villes côtières, New York, Shanghai, Amsterdam, seraient sous l'eau. Plus de 650 millions de déplacés. C'est l'ultime paradoxe. La course à l'Arctique pourrait mener à l'inondation de ceux qui s'y affrontent. Exactement. Alors, si on essaie de synthétiser, qu'est-ce que tout cela signifie? Le Groenland, c'est bien plus qu'une simple île de glace. C'est un condensé de paradoxes, un trésor de ressources et l'épicentre d'un nouveau grand jeu entre les puissances. Et le tout sur fond de crise climatique qui sert d'accélérateur. C'est une synthèse parfaite. Mais toute cette analyse, elle laisse une question essentielle en suspens. Une question que les sources effleurent à peine. Qui est? Dans ce combat de titans, Washington, Moscou, Pékin, quelle est la place des 56 000 Groenlandais eux-mêmes? On a vu qu'ils dépendent du Danemark, mais ils ont aussi une forte envie d'indépendance.
Une indépendance qu'ils ne peuvent pas financer sans investissements étrangers massifs. Je vois où vous voulez en venir. Et c'est là que se trouve peut-être la clé de tout, non? On peut se poser la question, et est-ce que leurs aspirations à l'indépendance ne pourraient pas devenir le levier décisif, l'arme qu'une de ces puissances va essayer d'utiliser, en promettant de financer leur indépendance en échange d'un accès privilégié? Exactement. Un acteur comme la Chine pourrait complètement changer la donne avec cette stratégie. Le prochain acte de cette pièce, il se jouera peut-être pas à Washington ou à Moscou, mais dans le petit parlement de Nuuk, la capitale du Groenland.